Un tout nouvel avion de ligne, la version la plus récente et avancée d'un type ancien et fiable, rendu presque totalement incontrôlable quelques minutes après le décollage. Vous pensez peut-être connaître cette histoire, mais croyez-moi, vous serez surpris. Parfois, une histoire est si grande et comprend des intérêts monétaires si inimaginables que des récits biaisés sont consciemment introduits afin de changer l'opinion du public sur ce qui s'est réellement passé. Et c'est ce genre d'histoire. Au cours de l'heure à venir, je vous guiderai à travers des explications très complexes. Restez avec moi, ça en vaudra le coup, promis. L'argent. La seule chose que toutes les entreprises recherchent est la base de ce qui fait fonctionner une société capitaliste. C'est vrai pour les compagnies aériennes et les constructeurs d'avions, et c'est finalement ce qui a poussé Boeing à créer le modèle 737 MAX, la dernière itération de leur jet étroit très populaire et la base du succès financier de l'entreprise. Mais ce que je veux que vous compreniez ici, c'est que le MAX n'était en réalité jamais vraiment censé exister. Au début des années 2010, le 737 avait déjà un design vieillissant, remontant aux années 60, et Boeing prévoyait un successeur moderne, un avion qui aurait pleinement utilisé toutes les technologies modernes disponibles et qui aurait donc été beaucoup plus économe en carburant pour les compagnies aériennes. Mais ensuite, Airbus est entré en scène et a décidé d'équiper leur famille d'Airbus A320 de nouveaux moteurs, l'appelant la série New Engine Option, améliorant son efficacité jusqu'à 16%. Maintenant, Boeing savait que la création d'un tout nouvel avion leur prendrait environ 10 ans. Et s'ils faisaient cela, leur famille de 737 NG ne serait pas en mesure de rivaliser avec le New Engine Option, laissant ainsi potentiellement une énorme somme d'argent sur la table. Alors, ils ont rapidement abandonné leur nouvel avion et ont plutôt commencé à étudier les possibilités d'équiper l'ancien 737 avec les derniers moteurs CFM-LEAP les plus efficaces. S'ils pouvaient faire cela, ils seraient non seulement en mesure d'égaler la famille NEO en termes d'efficacité, mais ils pourraient également être pilotés par les mêmes pilotes que les anciens 737. Cela à condition que les caractéristiques de vol de cette nouvelle variante ne diffèrent pas de l'ancien 737. Souvenez-vous de ça. Maintenant, les compagnies aériennes adoraient cette idée, car elle promettait d'augmenter les rendements, l'argent, ainsi qu'une empreinte environnementale améliorée. L'une des premières compagnies aériennes à acheter ce nouveau modèle 737 MAX était Lion Mentari Airlines en Indonésie, plus communément connue sous le nom de Lion Air. C'était la plus grande compagnie aérienne en Indonésie et auparavant, elle avait eu du mal avec un bilan de sécurité légèrement échiquier, ne parvenant pas à être inclus dans l'Association internationale du transport aérien en 2011 à cause de préoccupations de sécurité. Et elle a également été interdite dans tout l'espace aérien de l'Union européenne jusqu'en 2016. Mais après cela, ils se sont beaucoup améliorés et en juin 2018, ils ont reçu une évaluation de sécurité positive suite à un audit de l'Organisation de l'aviation civile internationale. Au même moment, cette histoire se déroule en octobre 2018. Leur flotte se composait de plusieurs types d'avions différents et, important pour cette histoire, 11 tout nouveaux Boeing 737 MAX-8. L'avion sur lequel nous allons nous concentrer aujourd'hui avait l'immatriculation Papa Kilo, Lima Québec Papa, et avait reçu son certificat de navigabilité seulement 2 mois avant ce vol. Et ces 2 mois n'avaient pas été sans problème. Par exemple, au début d'octobre, plusieurs problèmes avec l'unité de référence inertielle des données aériennes de l'avion avaient été enregistrés, y compris un message de défaut de maintenance indiquant un signal d'angle d'attaque hors de portée sur son côté gauche. Cela a également été combiné avec plusieurs problèmes électriques, mais tous ces problèmes ont été rectifiés le 9 octobre selon le journal technique de l'avion. Maintenant, je vais bientôt faire référence à plusieurs systèmes techniques, donc il est probablement bon de faire une petite revue des systèmes avant de continuer, afin d'afficher des informations utiles sur les instruments du pilote comme la vitesse, l'altitude et la direction. Des tonnes d'informations différentes doivent être collectées, traitées, puis converties en signaux électroniques. Sur le 737, cela est géré par 2 ordinateurs principaux connus sous le nom d'unité de référence inertielle de données aériennes, un pour chaque pilote.
Ces ADIRU sont utilisés pour prendre des informations de nos gyrolasers dans le système de référence inertiel ainsi que d'une multitude de sondes et capteurs à l'extérieur de l'avion. Ces capteurs incluent des sondes pitot qui mesurent la pression dynamique, la vitesse, les ports statiques qui mesurent la pression statique, l'altitude, et les capteurs d'angle d'attaque qui sont ces choses en forme d'aile qui mesurent l'angle de l'air frappant l'avion et les ailes. Connaître l'angle d'attaque de l'avion est crucial pour calculer si l'avion est proche du décrochage, ce qui signifie que les ailes vont cesser de pouvoir créer de la portance, mais aussi pour réajuster les valeurs des autres sondes, puisque l'air les frappant différemment peut provoquer des changements dans leur lecture. Quoi qu'il en soit, toutes ces valeurs de sonde sont ensuite combinées dans 2 modules de données aériennes, puis envoyées dans l'Air Data Inertial Reference Unit, où elles sont préparées, puis présentées aux pilotes. Actuellement, des sondes émettent des signaux distincts pour les instruments de secours, mais ce n'est pas essentiel pour ce récit. Ce qui est important cependant, c'est de comprendre que l'une des tâches gérées par l'Air Data Inertial Reference Unit est de détecter si l'une de ces entrées est défectueuse, et dans ce cas, présenter un drapeau de défaillance ou des avertissements de désaccord aux pilotes pour les alerter de ce qui se passe. Si par exemple les 2 Air Data Inertial Reference Unit détectent une différence d'altitude dépassant une certaine valeur pendant un certain temps, alors nous aurons un avertissement de désaccord d'altitude et il en va de même pour la vitesse et en théorie du moins les angles d'attaque. Alors pourquoi dis-je en théorie alors ? Eh bien, il s'avère que le désaccord de l'angle d'attaque était un avertissement que tous les Boeing 737 NG avaient et que tous les 737 MAX auraient également dû avoir. Mais dans le cas du MAX, les concepteurs de logiciels avaient réécrit le code pour cela, le reliant à la présence d'un indicateur d'angle d'attaque sur les écrans du pilote. Mais cet indicateur était une option que les compagnies aériennes devaient payer pour l'inclure. Et comme très peu l'avaient fait, y compris Lion Air, cet avertissement de désaccord d'angle d'attaque n'était désormais plus disponible sur cet avion. Ni l'administration fédérale de l'aviation, ni Boeing n'avaient remarqué cela lors de la certification. Quand ils l'ont fait, Boeing l'a considéré comme un problème mineur à corriger dans une future mise à jour du logiciel. Maintenant, ce type de décision et bien d'autres seront plus tard couverts lors d'audiences judiciaires approfondies. Avant d'arriver au vol, il y a aussi un autre système dont je veux discuter ici et c'est le système de réglage du tangage. Sur le 737, le stabilisateur horizontal arrière peut être déplacé pour modifier le tangage de l'avion. Les élévateurs tout à l'arrière sont les surfaces de contrôle principales, mais le stabilisateur entier peut être déplacé afin de maintenir l'équilibre de l'avion lorsque son poids se déplace ou que la vitesse ou la configuration change pendant le vol. Nous, les pilotes, contrôlons cela à l'aide d'un interrupteur de réglage électrique sur notre manche. Et lorsque nous bougeons ceci, nous pouvons voir que les roues de réglage bougent des 2 côtés du cadran des gaz. Maintenant, à l'intérieur de ces roues, nous avons également une échelle du compensateur qui nous montre le réglage du stabilisateur. Et c'est super important pour le décollage afin de s'assurer que l'avion ne commence pas à monter trop tôt ou devient trop lourd pour tourner pendant le vol. Lorsque nous volons manuellement, il est également très important de continuer à mettre à jour ce réglage du compensateur pour éviter d'avoir à pousser ou à tirer trop sur les commandes. Le stabilisateur est une énorme surface, il peut donc exercer beaucoup de force de tangage s'il n'est pas manipulé correctement. Et cela nous ramène à l'avion de cette histoire et aux problèmes qu'il a rencontrés. Ce message signalant que l'angle d'attaque est hors de portée, que j'ai mentionné auparavant, était un indice qu'il pourrait y avoir quelque chose de suspect avec la girouette d'angle d'attaque gauche. Mais le problème a disparu une fois que l'ordinateur associé a été réinitialisé et l'avion a ensuite été simplement remis en service. Puis, le 26 octobre, 3 jours avant le vol de l'accident, l'avion est arrivé à l'aéroport de Manado après un vol en provenance de Tianjin en Chine. Après l'atterrissage, les pilotes ont signalé des drapeaux d'altitude et de vitesse du côté du commandant de bord pendant le vol, ainsi qu'un voyant d'entretien allumé sur le panneau supérieur. L'ingénieur de service à Manado a vérifié les informations de défaut dans la fonction de maintenance embarquée de l'avion, OMF, qui montrait un certain type de problème avec l'ordinateur de gestion de décrochage et d'amortissement de lacets, mais lorsque l'ordinateur a été sollicité pour effectuer un autotest, le problème s'est simplement résolu et les informations de vitesse et d'altitude sont revenues. Ainsi, une fois cela fait, l'avion a simplement été remis en ligne, mais dès le lendemain, lorsque l'avion a ensuite volé de Manado à Denpasar, les mêmes problèmes sont réapparus.
Maintenant, le nouvel ingénieur, cette fois à Denpasar, a suivi la même procédure, qui semblait à nouveau résoudre le problème. Et avant que vous ne commenciez à vous frapper le front ici, c'était la procédure de maintenance décrite à suivre lorsqu'on est confronté à ce défaut particulier, même si une répétition comme celle-ci aurait dû soulever quelques drapeaux d'alerte. Mais l'avion a une fois de plus été remis en service. Et pour les 2 vols suivants, le problème n'est en fait pas réapparu. Mais lorsque l'avion a dû effectuer le 4e vol de la journée de Denpasar à Manado, les 2 indicateurs de vitesse et d'altitude sont réapparus. Des avertissements d'échec de l'ajustement de vitesse et MAC sont maintenant présents. Ce qui s'est réellement passé ici, c'est qu'une bobine à l'intérieur de la girouette d'angle d'attaque gauche avait subi des dommages et que ces dommages perturbaient les signaux de la girouette chaque fois que la température extérieure devenait trop froide. Ces 2 vols intermédiaires avaient été relativement courts et effectués à des altitudes plus basses où la température était relativement élevée. C'est pourquoi la panne n'était pas réapparue là, mais sur cette étape beaucoup plus longue, la panne s'est à nouveau activée. Comme je l'ai mentionné précédemment, la girouette d'angle d'attaque était censée apporter des corrections aux signaux provenant à la fois du tube de pitot et de l'orifice statique. Et comme ces signaux étaient maintenant perturbés ou complètement inexacts, cela signifiait que ces corrections étaient également inexactes, ce qui a déclenché ces drapeaux ainsi que toutes les autres pannes. De toute façon, l'ingénieur à Manado n'avait aucune idée de ce bobinage endommagé. Il s'est donc mis au travail pour vérifier tous les nombreux messages d'erreur que le journal interne de l'avion avait créés. Et si vous pensez que plusieurs pannes similaires comme celle-ci devraient déclencher une sorte d'alarme interne pour l'organisation de maintenance, vous avez absolument raison. Mais dans ce cas, le sous-traitant que Lion Air utilisait pour leur maintenance avait une façon légèrement différente de définir les pannes récurrentes, donc cela n'a pas été correctement mis en évidence. Pendant la nuit, l'ingénieur a effectué plusieurs tests et réinitialisations, mais comme il pleuvait, il n'a pas pu en faire certains à cause du risque de foudre. Mais il a trouvé des moyens de contourner cela. Donc, lorsque l'équipage de vol, les mêmes qui avaient piloté le vol précédent, est revenu à l'avion le matin, il avait une fois de plus été remis en service. Les pilotes ont discuté des actions de l'ingénieur, mais n'étaient pas satisfaits de ce qu'ils ont entendu. Ils pensaient que plus devrait être fait pour résoudre ce problème, manifestement récurrent, mais l'ingénieur leur a dit que cela pourrait être mieux fait à leur destination Denpasar. Maintenant, ce n'était pas génial, car cela montre que l'ingénieur savait probablement qu'il y avait encore quelque chose qui n'allait pas avec l'avion, et il a quand même permis son départ, mais ce n'était pas le pire ici. Car lors du vol suivant, l'équipage a effectivement rencontré les mêmes défaillances, ainsi qu'une panne de l'accélérateur automatique pendant le roulage pour le décollage, et lorsque les codes d'erreur de ce vol ont été téléchargés, il semblait que les problèmes étaient réapparus immédiatement après le démarrage du moteur, ce qui signifie que l'équipage avait probablement choisi de partir avec les drapeaux déjà présents du côté du capitaine. Si c'était le cas, c'était une grave violation des exigences de départ, puisque nous ne devrions jamais quitter l'aéroport avec des défaillances comme celle-ci. De toute façon, le vol a finalement été effectué en toute sécurité jusqu'à Denpasar, et lorsque l'avion est arrivé toujours avec les mêmes problèmes, l'équipe d'ingénierie a décidé de remplacer enfin cette girouette d'angle d'attaque gauche. Une bonne décision, mais maintenant une coïncidence vraiment incroyable s'est produite, car comme les ingénieurs n'avaient pas de girouette d'angle d'attaque de rechange dans leur magasin, ils ont dû en commander une nouvelle, et quand celle-ci est arrivée, il s'avère qu'elle n'était pas du tout nouvelle. Il s'agissait en réalité d'une girouette d'angle d'attaque rénovée, réparée et recalibrée par l'entreprise américaine Xtra Aerospace. Il s'est avéré plus tard qu'ils avaient utilisé un outil d'étalonnage différent de celui recommandé, mais toujours autorisé. Le seul problème était que cet outil comprenait un réglage qui, s'il était activé par erreur, pourrait permettre à une calibration de se faire alors que la girouette émettait les mauvais signaux. Dans ce cas, la girouette fonctionnait parfaitement, mais avec la petite réserve qu'elle affichait une valeur supérieure de 21 degrés à ce qu'elle aurait dû. Maintenant, dans le cadre de l'installation de cette nouvelle girouette, les ingénieurs auraient dû soumettre la nouvelle girouette à une série de tests pour vérifier ses indications, ce qui aurait dû détecter cette erreur, mais il n'y a aucune trace que ce test ait été effectué. Et lorsque l'ingénieur en charge a été interrogé à ce sujet, il a montré des photos du cockpit d'un autre avion. Cela pose donc le décor pour le vol Lion Air 043, le vol précédant le vol de l'accident, et c'est ici que cette histoire devient presque incroyable. Mais d'abord,
Si vous savez presque tout sur cet accident, vous aurez remarqué que jusqu'à présent, je n'ai pas mentionné un système connu sous le nom de système d'augmentation des caractéristiques de manœuvre, et c'est parce qu'à ce stade, il n'était pas encore entré dans l'histoire. Mais maintenant, il le sera, et je ne pense pas qu'il y ait un seul système d'avion dans l'histoire qui ait été autant diabolisé et mal compris que ce système d'augmentation des caractéristiques de manœuvre. Alors, pour remettre les choses au clair, je vais maintenant expliquer exactement ce que c'est et ce qu'il était censé faire. Vous voyez, lorsque Boeing a décidé de remotoriser ces vieux 737, ils se sont rapidement heurtés à un problème que leur concurrent Airbus n'avait pas. Les ailes du 737 étaient trop basses pour permettre aux plus gros moteurs LEAP de s'adapter correctement en dessous sans risquer de toucher le sol. La plupart des gains d'efficacité de ces nouveaux moteurs provenaient du rapport de dérivation beaucoup plus élevé que ces moteurs produisaient, ce qui signifiait que rendre ces moteurs plus petits irait à l'encontre de leur objectif principal. Alors, les ingénieurs de Boeing se sont mis au travail et ont décidé de placer les moteurs plus en avant de l'aile et aussi un peu plus haut, ce qui a très bien fonctionné. Mais ensuite est venu le prochain problème. Vous voyez, pour que les pilotes qui étaient qualifiés pour piloter l'ancien Boeing 737 Next Generation puissent également opérer cette nouvelle variante sans formation supplémentaire, l'avion devait à la fois agir et se sentir exactement comme l'ancien 737. Mais lorsque les ingénieurs ont modélisé le MAX avec ce nouvel emplacement de moteur, ils ont constaté que dans des circonstances très spécifiques, plus exactement lors d'angles d'attaque élevés et avec les volets relevés, ces nouvelles nacelles de moteurs énormes ont en fait commencé à produire une certaine portance qui agissait vers le haut autour de l'axe de tangage, provoquant un léger mouvement de tangage vers le haut. D'un point de vue de la maniabilité, ce n'était pas un problème. Cela n'a pas rendu l'avion dangereux ou instable de quelque manière que ce soit, mais cela signifiait qu'il ne se comporterait pas exactement comme l'ancien 737 NG. En termes techniques, le gradient de force du manche n'était pas le même, ce qui était inacceptable d'un point de vue de la certification. Alors, que pourrait faire Boeing pour résoudre cela? Quelqu'un a rapidement découvert qu'ils avaient une solution similaire pour leurs avions citernes cassés, 46A, connu sous le nom de système d'augmentation des caractéristiques de manœuvre. C'était principalement une solution logicielle qui utilisait le système de compensation de vitesse pour ajuster légèrement le stabilisateur du compensateur de tangage quand c'est nécessaire. Le logiciel pouvait être programmé pour ne s'activer que dans des circonstances très spécifiques, lorsque l'avion était piloté manuellement avec des angles d'attaque élevés, et avec les volets relevés, ajustant vers l'avant quand l'effet de portance de la nacelle se faisait sentir. Et ainsi simuler essentiellement la même sensation de tangage que l'ancien NG et également ramener le gradient de force du manche dans la réglementation. C'était une idée brillante, car garder le max dans la même catégorie de type que l'ancien 737, sans aucune exigence de formation sur simulateur, était un point de vente super important. Pour Boeing, toute exigence supplémentaire de formation en simulateur engendrerait des coûts et complications additionnels pour les compagnies aériennes clientes, et donc le rendant moins compétitif face à Airbus. L'idée était que ce système devrait être une fonction très rarement utilisée du système de réglage de la vitesse, un système qui était déjà utilisé dans les anciens 737 NG, et Boeing a donc pensé que la fonction système d'augmentation des caractéristiques de manœuvre n'avait pas besoin d'explications supplémentaires, ou même d'être inclus dans les manuels, et c'est très important à comprendre pour cette histoire. Le système de réglage de la vitesse est bien connu des pilotes du Boeing 737. Il se déclenche automatiquement dans certaines circonstances lorsque nous volons manuellement et il est particulièrement actif après le décollage lorsque la vitesse et la configuration changent continuellement. Donc le fait que les molettes de compensation bougent d'elles-mêmes était quelque chose dont ces pilotes seraient bien habitués. Lorsque Boeing certifiait le système d'augmentation des caractéristiques de manœuvre, cela incluait quelque chose connu sous le nom d'évaluation des risques fonctionnels, basé sur le niveau de risque que le système représentait pour l'avion. À travers plusieurs hypothèses basées sur la façon dont les pilotes devraient réagir à une activation soudaine erronée du système, ainsi que sur la mesure dans laquelle le système serait autorisé à ajuster, Boeing a fini par classer le risque du système d'augmentation des caractéristiques de manœuvre comme majeur, sur une échelle qui comprenait mineur, majeur, dangereux et catastrophique. Et comme majeur était à l'extrémité inférieure de cette échelle, il n'a pas été jugé nécessaire d'évaluer davantage comment une telle défaillance pourrait se produire en conjonction avec d'autres défaillances.
Il a simplement été testé dans un simulateur comme une faute isolée à l'autorité de compensation maximale initiale de 0,6 degrés, utilisée si activée à des vitesses et des nombres de Mach plus élevés. À cause de cela, il a également été jugé sûr que le système d'augmentation des caractéristiques de manœuvre fasse partie du reste du système de compensation de vitesse, qui n'utilisait qu'un seul ordinateur de contrôle de vol à la fois et qui donc ne s'appuyait également que sur une seule girouette d'angle d'attaque. Lors des tests ultérieurs, les pilotes d'essai de Boeing ont jugé nécessaire d'étendre la fonction du système d'augmentation des caractéristiques de manœuvre pour inclure également les vols à des vitesses plus basses. Et dans ce cas, la fonction de compensation a été étendue à 2,5 degrés de compensation maximum, ce qui représente un mouvement de compensation nettement plus important. Mais cela n'a pas été considéré comme plus dangereux sur le plan aérodynamique que la limite précédente de 0,6 degrés à une vitesse élevée et n'a donc jamais été testé. L'administration fédérale de l'aviation, qui était en charge de superviser ce processus, avait délégué une grande partie de la surveillance de ces tâches de certification détaillées à certains employés de Boeing approuvés. Et il s'est avéré plus tard que tous les documents concernant ce changement dans l'autorité du système d'augmentation des caractéristiques de manœuvre n'ont jamais réellement atteint l'administration fédérale de l'aviation. Boeing était au courant du système et de ses effets potentiels, mais n'y a jamais vu un réel problème. Ils ont supposé qu'un pilote confronté à une activation potentiellement défectueuse du système d'augmentation des caractéristiques de manœuvre mettrait environ 3 secondes à s'en rendre compte tout en la contrant avec une entrée de l'élévateur. Puis les pilotes utiliseraient leur compensateur électrique pour l'annuler et rien de pire ne se produirait. Ils n'ont jamais pris en compte que l'entrée d'une compensation manuelle réinitialiserait également le système d'augmentation des caractéristiques de manœuvre, et si la condition d'angle d'attaque élevé était toujours détectée après cela, alors le système d'augmentation des caractéristiques de manœuvre attendrait simplement 5 secondes et s'activerait à nouveau, et encore et encore. Comme je l'ai dit, ce système était également considéré comme si petit et insignifiant que Boeing n'avait même pas pris la peine de l'expliquer dans ses manuels techniques pour pilotes. Donc en gros, personne ne le connaissait, surtout pas les pilotes normaux qui allaient réellement le piloter. Je devrais également mentionner qu'il y avait un moyen d'arrêter le système d'augmentation des caractéristiques de manœuvre et tous les autres mouvements de compensation électrique, et c'était en activant les interrupteurs de coupure de compensateurs, de stabilisateurs dans le cadre des éléments de mémoire de stabilisateurs en dérive. Mais comme nous le verrons bientôt, ce n'était pas aussi évident que cela puisse paraître. Le 28 octobre 2018, la veille de l'accident, les 2 pilotes qui devaient opérer le vol Lion Air 043 sont arrivés à l'aéroport de Denpasar en soirée pour commencer à préparer leur vol vers Jakarta. Ils ont parlé à l'ingénieur qui les a informés des problèmes du vol précédent et du remplacement du capteur d'angle d'attaque du côté du commandant, ce qui a convaincu le commandant que le problème avait maintenant été résolu. Il a ensuite informé l'équipage de cabine, déclarant qu'il serait le pilote en vol et mentionnant à nouveau quelques difficultés techniques précédentes avec l'avion. C'est important car cela montre qu'il était probablement conscient du fait qu'il y avait une chance que quelque chose puisse se produire également sur ce vol, car vous devez toujours être plus vigilant après que certaines procédures de maintenance majeures aient été effectuées. Pendant le briefing, l'équipage a également été rejoint par un 3e pilote qui travaillait pour l'une des autres compagnies aériennes du groupe Lion Air et qui était également qualifié pour le MAX, et il a été invité à rester dans le cockpit pour le vol. Il s'est ensuite dirigé vers l'avion et ils ont finalement décollé à 22h, 20h locales après un retard de presque 3 heures. Et pendant les premières secondes après la rotation, tout semblait fonctionner correctement. Mais dès que le train d'atterrissage ait été rentré ou presque, une alerte de configuration de décollage a retenti brièvement, ce qui est anormal. Et puis les avertissements de désaccord de vitesse air indiqué et de désaccord d'altitude sont apparus du côté du capitaine en même temps que le vibreur de manche. Maintenant, pour quiconque n'a jamais été dans un cockpit avec un stick shaker activé, c'est assez bruyant et certainement surprenant quand on ne s'y attend pas. Mais ce capitaine est resté calme et a simplement incliné à 15 degrés nez en l'air comme à l'accoutumée, confiant dans le réglage du décollage. Il a vérifié rapidement ses instruments, ceux du premier officier et de secours, concluant que les siens étaient défectueux, probablement car le travail avait été fait de son côté. Ils ont confié les commandes au premier officier ayant de bonnes indications et ont demandé d'effectuer les éléments de mémoire de vitesse aérienne non fiables. Cela consistait à déconnecter les automatiques,
à éteindre les directeurs de vol, puis à faire des réglages, dans ce cas où les volets étaient encore déployés, une attitude de montée de 10 degrés et 80% de poussée. Cela garantirait que l'avion continue de voler de manière sûre pendant que le reste de la checklist pourrait être exécuté. Et connaître ces éléments de mémoire par cœur est donc super important. À ce moment-là, le copilote pilotait manuellement l'avion avec la fonction de réglage de la vitesse s'activant par intermittence comme à la normale. Fait intéressant, probablement parce que le premier officier a vu la vitesse augmenter, il a demandé de rentrer les volets. Presque immédiatement après, il a engagé le pilote automatique. Je devrais mentionner ici que l'élément de mémoire a spécifiquement instruit le pilote de ne pas engager le pilote automatique, mais cela a probablement été fait par habitude. Et comme il semblait que le premier officier avait des instruments parfaitement fonctionnels pendant environ 1 minute, le vol a ensuite progressé normalement avec le capitaine cherchant la bonne checklist QRH à suivre pour gérer tous les différents avertissements qu'ils avaient, et pendant tout ce temps, le stick shaker continuait à vibrer du côté gauche. Puis le pilote automatique s'est soudainement déconnecté et presque immédiatement, le trim de stabilisation a commencé à se déplacer vers l'avant dans une direction nez vers le bas, mais maintenant à une vitesse beaucoup plus élevée qu'auparavant. Comme mentionné, l'équipage était habitué au mouvement indépendant des roues de compensation, mais cette fois, cela ne les aidait pas. Cela rendait plus difficile pour le premier officier de maintenir l'altitude adéquate. Il a donc utilisé son interrupteur de trim pour remonter à nouveau, mais 5 secondes plus tard, le trim a continué à avancer constamment un peu plus que le premier officier ne l'avait réduit, rendant les commandes de plus en plus lourdes. Il a essayé de réengager le pilote automatique, mais il s'est immédiatement déconnecté et la bataille du trim a alors commencé. Le capitaine a lancé un pan-pan, un message d'urgence au contrôleur, signalant des problèmes d'instruments et demandant à monter droit devant. Quand le contrôleur a commencé à l'interroger, il lui a simplement demandé d'attendre. Une bonne façon de diminuer la charge de travail. Lorsque l'avion a grimpé à environ 5000 pieds et que le capitaine travaillait toujours sur la liste de contrôle, le pilote du siège d'appoint a soudainement crié « Vous descendez !» Le capitaine a levé les yeux, a vu une descente se développer, puis a dit à son premier officier de continuer à monter et de suivre les directeurs de vol. Mais cela l'a également amené à regarder ce que faisait le premier officier et il a remarqué qu'il semblait constamment lutter avec le trim. Le premier officier a également dit que le nez commençait à se sentir très lourd. Je suppose que certains d'entre vous ont déjà compris ce qui se passait ici. Le nouveau capteur d'angle d'attaque avait, comme je l'ai mentionné, un biais de 21 degrés vers le haut, ce qui signifie que dès que l'avion a décollé, l'ordinateur de contrôle de vol du côté gauche a remarqué ce qu'il a interprété comme une situation d'angle d'attaque élevé. Avec les volets déployés ou le pilote automatique engagé, seuls des avertissements de vitesse et d'altitude en désaccord, de prudence principale et de secoueur de manche ont été déclenchés. Mais dès que les volets étaient relevés et que l'avion était piloté manuellement, le système d'augmentation des caractéristiques de manœuvre s'était également activé et essayait maintenant de reproduire cette force de manche dont nous avons parlé précédemment. Le seul problème était, bien sûr, que l'avion n'était pas réellement dans un angle d'attaque élevé, donc ce que le système d'augmentation des caractéristiques de manœuvre a fait maintenant était effectivement de forcer le nez de l'avion vers le sol à la place. Les pilotes n'avaient aucune idée de cela, puisqu'ils ne savaient même pas que ce système existait. Et alors qu'ils se cabraient contre lui comme Boeing l'avait prédit, personne n'avait pensé au fait que le système se réinitialiserait et recommencerait à ajuster vers l'avant à chaque fois que le pilote s'ajustait contre lui. Lorsque le capitaine a remarqué les entrées du trim avant récurrentes, il a rapidement compris qu'il devait faire face à une sorte de réaction étrange du système du trim de vitesse et il a donc exécuté les éléments de mémoire pour un stabilisateur de piste car il savait que cela arrêterait le système du trim de vitesse lorsqu'il a basculé les interrupteurs de coupure du trim du stabilisateur pour arrêter le système d'augmentation des caractéristiques de manœuvre. Enfin, mais cela signifiait également que le pilote automatique ne serait plus disponible et qu'il devrait ajuster manuellement pour le reste du vol. À ce stade, il gérait simultanément 3 listes de contrôle QRH différentes. Le désaccord d'altitude, la vitesse de l'air non fiable et un stabilisateur en dérive. Mais toutes les listes de contrôle non normales sont écrites en supposant qu'aucune autre défaillance n'existe. Et aucune de ces listes de contrôle n'incluait la phrase « Atterrissez à l'aéroport disponible le plus proche ». De ce fait, lorsque l'équipage a discuté de la marche à suivre, ils ont choisi de poursuivre le vol vers Jakarta, leur destination.
un vol de plus de 90 minutes, puisque le temps prévu le long de la route devait être bon. Maintenant, juste pour clarification ici, si vous vous trouvez dans une situation comme celle-ci, avec 3 listes de contrôle différentes, dont 2 comprennent des éléments de mémoire et un manche qui vibre en continu, il est parfaitement acceptable de revenir en arrière et d'atterrir. Même si la liste de contrôle ne le dit pas explicitement, je dirais même que cela serait probablement la meilleure chose à faire. Quoi qu'il en soit, cet équipage a continué à grimper, mais ils ont demandé un niveau de croisière inférieur à la normale, puisqu'ils n'étaient pas équipés pour un vol avec un minimum de séparation verticale réduite RVSM sans un pilote automatique, et ils ont également gardé les passagers assis et ont informé l'équipage de cabine du problème. Lorsqu'ils ont commencé à approcher Jakarta, le capitaine a demandé une descente ininterrompue, et ils ont gardé leur statut d'urgence pan-pan actif jusqu'à ce qu'ils atterrissent finalement en toute sécurité sur la piste 25 gauche à Jakarta à l'heure locale, 02h56. Maintenant, très peu de sources ont souligné l'importance de ce vol dans les rapports autour de cet accident, mais elles détiennent en réalité certaines des véritables clés de ce qui allait se passer le jour suivant. Premièrement, cela a montré à quel point il était important pour l'équipage d'être au courant des problèmes précédents car cela les a clairement rendus plus vigilants. C'est quelque chose que vous obtenez seulement si vous vous assurez que le journal technique a été minutieusement lu avant le vol ou si vous êtes briefé par un ingénieur, comme dans ce cas. Deuxièmement, c'était un équipage très compétent où, à part peut-être la décision de continuer, le capitaine a pris toutes les bonnes décisions quand elles étaient nécessaires. Le membre d'équipage supplémentaire sur le siège d'appoint a également rapidement alerté l'équipage lorsque le système d'augmentation des caractéristiques de manœuvre a commencé à forcer le vol à descendre et, globalement, la gestion des ressources de l'équipage semblait fonctionner raisonnablement bien. Donc, même avec toutes les erreurs qui ont rendu ces problèmes possibles, à condition que ces facteurs soient en place, les problèmes du système d'augmentation des caractéristiques de manœuvre semblaient pouvoir être contenus. Mais malheureusement, c'est ici que mes éloges pour cet équipage prendront fin. Pendant leur trajet vers leur stand à Jakarta, ils ont, pour une raison inconnue, réinitialisé les interrupteurs de coupure du trim du stabilisateur. Et alors que les passagers débarquaient, le capitaine a bien noté les problèmes dans le carnet de bord technique, mais cela n'incluait pas la dérive perçue du stabilisateur ni le stick shaker. Lorsqu'il est entré dans la salle de l'équipage plus tard et a déposé son rapport de vol, il a écrit la description suivante. Vitesse air et altitude affichée non fiable après décollage. Le système de réglage de la vitesse fonctionne aussi dans le mauvais sens, probablement à cause de l'écart de vitesse identifié. Instrument du capitaine peu fiable, remis le contrôle au premier officier. Continue la liste de contrôle non normal de la vitesse de l'air peu fiable et du désaccord d'altitude. Décide de continuer à voler vers Charlie Golf Kilo à un niveau de vol de 280. Atterrissage réussi, piste 25 gauche. Comme vous pouvez le voir, cela n'incluait pas le stick shaker, ni le fait qu'il avait parcouru la liste de contrôle du stabilisateur en fuite, et cela signifiait à son tour que le rapport n'a pas reçu la priorité qu'il nécessitait certainement, puisque maintenant, il ressemblait simplement à un problème d'instrument. Ce manque d'accent dans le rapport sur la partie réellement dangereuse du vol a été plus tard attribué à une formation insuffisante des pilotes sur le fonctionnement réel du système de gestion de la sécurité de Lion Air. Quoi qu'il en soit, le problème était maintenant que le même manque d'information a également touché les ingénieurs qui se sont occupés de l'avion après le vol. Le journal technique révélait que le capitaine avait noté des drapeaux de désaccord d'altitude et de IAS après le décollage, ainsi qu'un avertissement de pression différentielle de champ plus tard durant le vol. Il convient de noter ici que tous ces avertissements et lumières étaient ceux qui étaient encore présents dans le cockpit au moment où le capitaine les a notés. Si le drapeau de désaccord d'angle d'attaque avait également été présent, il aurait probablement aussi été noté, mais comme Boeing avait omis de l'inclure sur les MAX, sans indicateur d'angle d'attaque, il ne l'était pas, donc la défaillance n'a jamais été enregistrée. Les ingénieurs ont maintenant examiné la mémoire des défauts de l'avion, mais n'ont pas noté les codes de référence. Au lieu de cela, ils se sont concentrés sur les messages notés par le capitaine. Ils ont ensuite vérifié leur manuel d'isolation des défauts sur cette base et ont suivi ces directives, ce qui les a amenés à simplement rincer les tubes de pitot et nettoyer le connecteur électrique de l'ordinateur de terrain de l'élévateur. Et puisque ces deux systèmes ont ensuite été testés et ont parfaitement fonctionné, l'avion a ensuite été remis en service avec la véritable panne toujours cachée et toujours très active.
Cela nous amène finalement au vol de l'accident, qui aurait lieu le lendemain matin, le 29 octobre 2018. Il faisait encore noir dehors lorsque les deux pilotes prévus pour opérer le vol 610 de Lion Air sont arrivés à l'aéroport de Jakarta. Le premier officier n'avait pas été initialement prévu pour ce vol, mais avait été appelé en réserve pour le faire à 4 heures du matin. L'itinéraire qu'ils avaient maintenant devant eux allait les emmener de Jakarta à Pangkal Pinang. Et il y avait 181 passagers réservés, y compris un ingénieur plus 6 membres d'équipage de cabine et 2 pilotes, portant le nombre total d'âmes à bord à 189. Les pilotes ont passé en revue la météo, les NOTAM et les plans de vol, et il ne semblait y avoir rien d'anormal. La météo à Jakarta, comme à leur destination, était bonne et aucune véritable turbulence n'était prévue. Donc, après avoir tout vérifié, ils sont allés informer leur équipage de cabine, puis se sont dirigés vers l'avion. Le capitaine allait piloter pour la première étape de la journée. Arrivé au cockpit, il a vérifié le journal technique et a débuté la préparation de l'avion. Pendant que le premier officier sortait pour vérifier que leur Boeing 737 MAX-8 presque neuf n'avait aucun défaut. Maintenant, nous ne savons pas combien de temps le capitaine a réellement passé à vérifier le journal technique, mais lorsqu'il a été temps de discuter de l'état technique de l'avion avec le premier officier, il a mentionné qu'un ADF était hors service, rien d'autre. Il est donc assez probable qu'il n'ait regardé que l'arrière du journal technique, où sont conservés tous les éléments techniques ouverts, et qu'il n'ait pas regardé beaucoup plus loin que cela. Et bien sûr, les ingénieurs avaient déjà résolu les problèmes du vol précédent. Donc ces problèmes n'étaient pas consignés là-bas. S'il avait feuilleté quelques pages en arrière dans le journal, il aurait vu les nombreuses annotations que ses collègues avaient laissées pendant la journée précédente et peut-être que cette histoire aurait eu une fin complètement différente, mais cela ne s'est malheureusement pas produit. Comme je l'ai mentionné plus tôt, être préparé à un éventuel problème est un énorme avantage, et c'est pourquoi la vérification du journal technique est si cruciale, mais cela nous amène en fait à qui étaient ces deux pilotes. Le capitaine était un citoyen indien de 31 ans avec une expérience totale d'à peine plus de 6000 heures. Parmi celles-ci, il avait volé 5176 heures sur la famille des 737, et le rapport ne précisait pas combien de ces heures avaient été volées sur la variante MAX, mais cela ne pouvait pas être beaucoup car elle était vraiment presque toute neuve. Son dossier de formation était généralement bon, mais il avait reçu quelques remarques concernant son utilisation de la gestion des ressources de l'équipage à quelques reprises, ainsi que des commentaires sur la façon dont il avait géré un exercice de décrochage en 2015. Mais le problème était que ce jour-là particulièrement, il ne se sentait pas bien du tout. Pendant le pré-vol, il a dit à son premier officier qu'il avait la grippe et on pouvait aussi l'entendre tousser plusieurs fois dans l'enregistreur vocal du cockpit. Son premier officier était un Indonésien de 41 ans avec 5174 heures d'expérience totale, dont 4286 avaient été effectuées sur le Boeing. Son dossier de formation était beaucoup plus contrasté et il avait en fait échoué à au moins un contrôle au début de sa carrière. Par la suite, plusieurs contrôles ont révélé des performances très marginales, notamment en termes de manipulation, de gestion de la charge de travail et de connaissance des checklists. En fait, le dossier montre qu'il avait eu du mal à chaque contrôle qu'il avait effectué jusqu'à ce vol. Malgré tout, la préparation du cockpit s'est déroulée normalement, avec les briefings effectués et les checklists complétés. Ils ont été autorisés à suivre le départ Abasa-Un-Charlie qui les mènerait tout droit après le départ jusqu'à atteindre 3000 pieds, où ils tourneraient à gauche via les points Ernav, Bunga, Ratish et Laras au-dessus de la mer de Java. La performance a ensuite été calculée avec le trim de tangage réglé à 6,6 unités pour le décollage, une valeur tout à fait normale pour la répartition du poids qu'ils avaient, et ce réglage de trim est bon à retenir. À 6h15, heure locale, après avoir terminé la checklist avant le taxi et réglé les volets à 5, les pilotes ont demandé au contrôleur de Jakarta de faire rouler l'avion. Ensuite, on leur a dit de rouler vers le point d'attente de la piste 25 gauche et de passer à la fréquence de la tour de Jakarta. Toutes les procédures normales et les listes de contrôle ont été effectuées conformément aux procédures d'exploitation standard et à ce stade, il n'y avait aucune indication de défaut. Aucun avertissement ou drapeau indiqué dans le cockpit, mais cela allait bientôt changer. Quand le premier officier a appelé, le contrôleur aérien a demandé au vol de s'aligner et d'attendre.
Piste 25 gauche, le premier officier a répété cela, puis a demandé à l'équipage de cabine de prendre leur siège pour le départ. Le pilote a débuté la checklist de prévol. Tout était maintenant prêt pour partir. Donc à 6h21, le contrôleur de la tour a autorisé le vol 610 de Lion Air au décollage. Le capitaine a avancé le niveau de poussée à 40% N1 et le premier officier a annoncé stabilisé. Toga a ensuite été pressé, ce qui a fait bouger la manette des gaz extérieurs dans la position de poussée de décollage et l'avion a commencé à accélérer sur la piste. Quelques secondes plus tard, le premier officier a annoncé 80 nœuds, à quoi le capitaine a répondu « Vérifiez, mais déjà ici, une petite divergence dans la vitesse de 79 nœuds sur l'affichage du capitaine et 81 sur celui des premiers officiers avait commencé à se glisser. » Cela aurait été bien trop petit pour que quiconque le remarque, mais comme les volets d'angle d'attaque avaient maintenant aussi assez d'air qui circulait autour d'eux pour commencer à fonctionner, ils indiquaient déjà des valeurs très différentes, avec celle du capitaine montrant un angle d'attaque de 21 degrés supérieur à celui des premiers officiers. Comme je l'ai dit précédemment, il n'y avait aucun moyen pour les pilotes de voir cela, mais il y avait une chose qui aurait pu leur donner un indice. Vous voyez, les directeurs de vol, ces lignes verticales et horizontales, magenta sur les écrans de vol principaux du pilote, étaient censés montrer une inclinaison de 10 degrés vers le bas jusqu'à ce que l'avion atteigne une vitesse de 60 nœuds, puis elle devrait passer à une inclinaison de 15 degrés vers le haut. Mais dans ce cas, seuls les premiers officiers montraient une tendance à la hausse. Le capitaine n'est passé qu'à une inclinaison d'1 degré vers le bas, révélant une nette division. Mais à ce stade, le capitaine se serait concentré à l'extérieur et le premier officier sur ses propres affichages. Personne n'aurait probablement remarqué cela, ni compris sa signification. Des secondes plus tard, l'avion a annoncé son automatique, suivi par le tourné du premier officier. Le capitaine a commencé à tirer sur son manche et dès que le train d'atterrissage avant a quitté le sol, les barbiers de sous-vitesse ont jailli sur l'affichage de la vitesse du capitaine. Cela signifiait que dès que l'avion a décollé, la vibration du manche gauche s'est immédiatement activée, exactement comme il l'avait fait lors du vol précédent. Cela s'est accompagné d'une activation momentanée de l'avertissement de configuration de décollage signalé par le copilote. Maintenant, souvenez-vous que cet équipage n'avait probablement aucune idée de ces problèmes précédents, donc ces avertissements soudains, très sonores et tactiles auraient été une véritable surprise pour eux. Le capitaine a continué à tourner, mais peu après, il a demandé ce qui n'allait pas. Le premier officier a répondu désamorçage du frein automatique et a indiqué une discordance de la vitesse de l'air. Il a annoncé un taux positif, incitant le capitaine à demander la rentrée du train d'atterrissage. Et une fois que cela a été fait, le premier officier a immédiatement demandé au capitaine s'il voulait revenir, mais le capitaine n'a pas répondu. Pour clarifier, la girouette d'angle d'attaque gauche avait recommencé à indiquer un angle d'attaque très élevé de 21 degrés à l'unité de référence inertielle des données aériennes de gauche. L'angle d'attaque, comme je l'ai mentionné plus tôt, est une mesure de l'angle entre la ligne de corde moyenne de l'aile et l'air arrivant, et si cet angle est trop élevé, cela signifie que l'avion est sur le point de décrocher. Puisque la girouette défectueuse l'indiquait, l'Air Data Inertial Reference Unit et l'ordinateur d'amortisseur de décrochage et de lacet ont activé le vibreur de manche du commandant de bord. Cette indication a également été envoyée pour corriger la vitesse et l'altitude du côté du commandant de bord, entraînant les avertissements de désaccord de la vitesse de l'air indiquée et peu après de désaccord d'altitude. Et enfin, mais certainement pas des moindres, cela signifiait maintenant que le système d'augmentation des caractéristiques de manœuvre était prêt également et prêt à commencer à ajuster vers l'avant dès que les conditions programmées étaient correctes pour l'activation. Mais ces deux pilotes n'auraient eu aucune idée de cela. Pour eux, c'était juste un soudain chaos de différents avertissements ainsi que des stimuli tactiles et auditifs. Et dans des situations comme celle-ci, il est super important de revenir d'abord à la règle d'or de l'aviation. Aviate Navigate Communicate signifie que le capitaine doit juste continuer à piquer à une valeur connue, vérifier sa confiance et ensuite se concentrer uniquement sur le vol. Et deuxièmement, pour que la formation à la gestion des pannes entre en jeu qui dit normalement aucune action en dessous de 400 pieds, sauf pour annuler tous les avertissements et lever le train d'atterrissage avec un taux de montée positif au-dessus de 400 pieds, à condition que l'avion soit sous contrôle. Le pilote en vol devrait demander au pilote de surveillance d'aider à identifier la panne afin que les éléments de mémoire corrects soient effectués.
Mais dans ce cas, nous voyons déjà une déviation de ces normes avec le capitaine demandant une identification immédiatement après la rotation et le premier officier demandant s'il devrait revenir avant que cette décision ne puisse éventuellement être prise. Cela contraste nettement avec la gestion de ce problème par l'équipage précédent. Et cela allait bientôt devenir bien pire. Une trentaine de secondes après le décollage, la tour a contacté l'avion pour leur demander de passer sur la fréquence du directeur de Jakarta. Le premier officier a lu cela sans rien dire. Concernant les problèmes qu'il rencontrait, quelques secondes plus tard, il a également signalé un désaccord d'altitude, que le capitaine a reconnu, et on pouvait clairement entendre que le ton de la voix du capitaine indiquait un stress assez élevé ici, ce que je comprends tout à fait. Le premier officier a maintenant aussi appelé une nouvelle fréquence, où le contrôleur les a accueillis, leur a dit qu'ils avaient un contact radar, et leur a dit de monter jusqu'au niveau de vol 270. Le premier officier a répété cela et a demandé au contrôleur s'il pouvait leur dire quelles altitudes ils indiquaient sur son écran. Le contrôleur a répondu 900 pieds, ce qui était une valeur entre ce que montraient les altitudes du capitaine et du premier officier. Mais ce qu'il est important de comprendre ici, c'est que les valeurs montrées au contrôleur proviennent directement du transpondeur de l'avion lui-même. Donc, si le premier officier essayait de déterminer quel altimètre fonctionnait ici, il n'obtiendrait que la valeur correspondant à l'altimètre qui envoyait ces valeurs via le contrôleur. Dans ce cas, probablement celui du capitaine. C'est une idée fausse très répandue parmi les pilotes que les contrôleurs utilisent une sorte de radar brut pour obtenir des valeurs précises, alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. L'avion a poursuivi son ascension. Après l'appel du premier officier avec le contrôleur, le capitaine lui a demandé de commencer à remplir les éléments de mémoire de vitesse aérienne non fiables. C'était la bonne chose à faire et les éléments de mémoire signifient des éléments de la liste de contrôle qui doivent être faits de mémoire en raison de leur nature critique en temps. Ce sont des choses que tous les pilotes doivent connaître par cœur. Mais le premier officier n'a tout simplement pas répondu à la demande du capitaine ici et le capitaine ne l'a pas suivi. Rappelez-vous que ce premier officier avait eu du mal à lire et à connaître la liste de contrôle auparavant. Il est donc tout à fait possible qu'il ne connaissait tout simplement pas ces éléments de mémoire. 7 secondes plus tard, il a demandé au capitaine quelle altitude il souhaitait et a suggéré qu'il devrait commencer à voler en vent arrière pour le retour. Encore une fois, c'est un signe du parti pris du premier officier pour simplement revenir et atterrir au lieu de s'occuper d'abord du problème. Et donc la demande a également été rejetée par le capitaine qui lui a simplement dit de demander au contrôleur une attente à la place. Le premier officier a obéi et le contrôleur a alors demandé quel était le problème. Cela aurait été le moment parfait pour déclarer une urgence, Mayday, ou au moins une urgence, Pampan, mais le premier officier ne l'a pas fait. Au lieu de cela, il a simplement répondu des problèmes de contrôle de vol et cela s'avérerait être une grosse erreur. Vous voyez, les contrôleurs à Jakarta n'avaient pas reçu l'instruction de donner une quelconque priorité aux avions qui signalaient simplement des problèmes. Ainsi, ce contrôleur a simplement continué à traiter l'avion comme tout autre trafic dans sa zone, ce qui signifie une charge de travail beaucoup plus importante pour l'équipage, comme vous le verrez bientôt. Dans tous les cas, le premier officier demande maintenant au capitaine s'il veut commencer à rentrer les volets, ce que le capitaine estime être une bonne idée, mais il ne suit pas cela en demandant la rétractation réelle, donc le premier officier doit continuer à le rappeler, ce qui est une autre indication que le capitaine est sous une charge de travail assez sévère ici. Simultanément, le premier officier a signalé une alerte de pression différentielle de champ apparue en même temps que l'alerte d'avertissement principale. Encore une fois, c'était exactement comme sur le vol précédent et également lié à la girouette d'angle d'attaque défectueuse à l'extérieur. Il est probable que le capitaine ait maintenant voulu essayer de prendre un peu de temps pour se concentrer sur la compréhension de la panne, car à 6h22 et 14 secondes, il a demandé au premier officier de prendre le contrôle, mais le premier officier a simplement répondu en attente, donc le transfert n'a jamais eu lieu, et encore une fois, le capitaine n'a pas répété la demande. Le contrôleur a maintenant remarqué qu'il semblait que le vol avait commencé à descendre. Alors il les a appelés et les a informés de cela, et il a également demandé quelle altitude il voulait. Le premier officier a suggéré 6000 pieds, mais le capitaine, qui essayait maintenant de sortir de cette petite descente, lui a dit de demander 5000 à la place, ce que le premier officier a également fait. Et cela a également été suivi par le premier officier qui a continué à demander la rétraction des volets. Ils étaient là maintenant au volet 1, donc lorsque le capitaine lui a demandé de lever les volets, la dernière condition pour l'activation du système d'augmentation des caractéristiques de manœuvre n'était plus qu'à quelques secondes.
Le contrôleur a autorisé le vol à maintenir 5000 pieds et leur a dit de tourner à gauche à 0,50 degrés. Quand le capitaine a fait cela, il a momentanément surviré à plus de 35 degrés, causant un avertissement. Angle d'inclinaison. Et presque immédiatement, dès que cet avertissement a commencé à s'activer, les volets se sont complètement rétractés et le trim a commencé à avancer dans la direction du nez vers le bas pendant 10 secondes, faisant passer le réglage du trim de 6.1 à 3.8 unités. Le rapport final n'a pas précisé s'il s'agissait du système d'augmentation des caractéristiques de manœuvre ou du système de trim de vitesse normal qui a fait cela. Le système de trim de vitesse est également censé trimer vers l'avant dans une situation d'angle d'attaque élevé pour aider les pilotes à pousser le nez vers l'avant. Mais dans ce cas, la seule chose qu'il a fait a été de rendre beaucoup plus difficile pour le capitaine de maintenir son attitude de montée. Il a donc demandé au premier officier de resélectionner les volets 1, peut-être pensant avoir plus de contrôle avant leur rentrée. Le premier officier a obéi, supprimant à nouveau les conditions d'activation du système d'augmentation des caractéristiques de manœuvre. Le capitaine a aussi remonté le trim à 4,7 degrés afin d'éliminer la force du manche qu'il ressentait maintenant, mais ce segment entier avait déjà conduit à une courte descente rapide. Cette descente, associée à l'extension des volets, a en fait arrêté la vibration du manche, car elle a ramené l'angle d'attaque gauche indiqué à 18 degrés. Mais cela ne durerait pas très longtemps. Le taux de descente a atteint 3200 pieds par minute avant que le capitaine ne reprenne le contrôle du tangage et continue à ajuster le nez vers le haut tout en recommençant à grimper. Sur l'affichage de vitesse du capitaine, les poteaux de barbier de sous-vitesse indiquaient maintenant 285 nœuds, une valeur extrêmement élevée pour leur attitude et leur configuration actuelle. Alors que l'avion reprenait de l'altitude en réduisant légèrement sa vitesse, ils ont rapidement reçu un message oral d'avertissement. Vitesse aérienne basse. Cela a fait crier le capitaine. Élément de mémoire, élément de mémoire. Cependant, le premier officier ne savait toujours pas quelle liste de contrôle suivre. Alors il a simplement répondu « Différentiel de champ déjà fait, frein désactivé, interrupteur de démarrage du moteur éteint ». Quels sont les éléments à mémoriser ici? Mais le capitaine a simplement répondu cela. Vérifier. Et lorsque le premier officier en a continué avec le contrôle de vol, il a simplement dit « Ouais ». En effet, si vous estimez que la communication était défaillante ici, vous avez tout à fait raison. Le stress affectait définitivement le capitaine et le premier officier semblait totalement confus quant à la liste de contrôle qu'il devrait prioriser tout en recevant très peu d'aide du capitaine. Quoi qu'il en soit, le premier officier continuait à feuilleter furieusement les pages du manuel de référence rapide et il a également demandé au contrôleur quelle vitesse il voyait et ce qui était indiqué sur le radar. Le contrôleur a répondu que la vitesse au sol indiquait 322 nœuds, ce qui aurait été assez proche de la vitesse à laquelle il volait réellement. S'ils avaient fait ce que l'équipage précédent avait fait dès le début et en faisant une vérification croisée des instruments, ils auraient vu que les vitesses de secours du premier officier auraient été très proches l'une de l'autre, et avec ces informations, ils auraient donc pu transférer les commandes et faire peut-être en sorte que les choses ralentissent un peu, mais pour l'instant, cela n'a pas été fait, et le capitaine a juste maintenu les commandes. L'équipage a également sélectionné les volets 5, et le capitaine a continué à ajuster davantage le nez vers le haut, tout en remontant vers 5000 pieds, et comme il l'a fait, les poteaux de barbier de survitesse et de sous-vitesse se sont fusionnés sur son affichage de vitesse, et la vibration du manche s'est réactivée. Le premier officier a passé les quelques secondes suivantes à continuer à parcourir diverses listes de contrôle, appelant des titres aléatoires jusqu'à ce que le capitaine dise finalement « Non, vitesse de l'air non fiable, vitesse de l'air non fiable ». Le premier officier a reconnu cela, et pendant que cela se passait, le trim de vitesse normale déplaçait constamment le trim légèrement suivi par le capitaine, entrant le trim opposé. Il y avait aussi plusieurs alertes d'altitude en cours. Environ au même moment, l'avion continuait à dévier de ses 5000 pieds autorisés, mais à ce moment-là, à 6h24 et 27 secondes, l'avion maintenait presque 5000 pieds, mais même si les choses semblaient maintenant sur le point de se stabiliser, le contraire était sur le point de se produire, alors que le premier officier continuait à chercher la liste de contrôle non normale de la vitesse de l'air non fiable, qui, soit dit en passant, est l'une de nos listes de contrôle les plus importantes et est donc écrite en lettres grasses à l'avant du QRH. L'enregistreur de données de vol a commencé à indiquer que les volets étaient à nouveau en train d'être rentrés. Cela n'a pas été signalé par l'équipage et compte tenu de la concentration profonde du premier officier dans sa recherche de liste de contrôle.
Je supposerais que c'était le capitaine qui les rentrait, peut-être pour essayer de voir comment l'avion réagirait. La vitesse maximale pour les volets 1 et 5 est de 250 nœuds, donc peut-être qu'il avait réalisé qu'il volait probablement beaucoup plus vite que cela et voulait voir s'il pouvait se débarrasser de certains des avertissements en les rentrant. Le contrôleur est intervenu et a demandé au vol de tourner à gauche sur 350 degrés en maintenant 5000 pieds. Le premier officier a répété cela. Même si dans des situations normales où des listes de contrôle sont lues, le pilote en vol devrait prendre la radio, pas le pilote surveillant. En arrière-plan, les volets ont maintenant été commandés entièrement vers le haut et pendant qu'ils volaient, le premier officier a informé le capitaine qu'il n'y a pas de liste de contrôle de vitesse aérienne non fiable, ce qui, je suppose, a beaucoup frustré le capitaine. Mais 5 secondes plus tard, le premier officier semble enfin avoir trouvé les listes de contrôle et a commencé à les lire, et pendant qu'il faisait cela, les volets ont finalement atteint leur position entièrement rétractée et le système d'augmentation des caractéristiques de manœuvre a activé le réglage vers l'avant pendant 2 secondes jusqu'à ce que le capitaine l'interrompe avec une commande de réglage manuelle vers le haut. Vous souvenez-vous de ce qui s'est produit à chaque activation du commutateur de réglage électrique manuel? Oui, cela a simplement réinitialisé le système d'augmentation des caractéristiques de manœuvre qui a attendu 5 secondes, puis a commencé à réduire à nouveau. Cela s'est maintenant produit 4 fois au cours de la minute suivante, chaque fois interrompu par le capitaine, le ramenant à des valeurs normales. Maintenant, vous pourriez vous demander pourquoi cela ne l'a pas incité à commencer à exécuter les éléments de mémoire pour un stabilisateur en fuite comme l'autre capitaine l'avait fait, et pour comprendre cela, vous devez comprendre qu'un stabilisateur en fuite était pratiqué dans les simulateurs comme un mouvement de stabilisateur continu, normalement arrêté seulement par les pilotes exécutant les bons éléments de mémoire. Ce mouvement contre lequel le capitaine luttait maintenant n'était pas continu. Au lieu de cela, il se comportait exactement comme le système de réglage de vitesse, seulement plus rapidement. Rappelez-vous que le pilote de la veille avait effectivement écrit cela dans son rapport sur l'incident, ce qui était probablement aussi la raison pour laquelle il n'a pas signalé ce stabilisateur effréné. Il avait cru que ce qu'il vivait n'était qu'un effet du système de réglage de vitesse qui était confus, et non un véritable stabilisateur incontrôlable, et certainement pas ce système d'augmentation des caractéristiques de manœuvre totalement inconnu. Donc, ce capitaine pensait probablement quelque chose de similaire et il pouvait également le contrôler sans aucune difficulté majeure en arrêtant simplement le mouvement avec son interrupteur de réglage, puis en remontant. Je comprends donc pourquoi la liste de contrôle de ce stabilisateur n'a pas automatiquement surgi dans son esprit, surtout avec le niveau de stress qu'il ressentait maintenant. Le premier officier a continué à lire la liste de contrôle de la vitesse de l'air non fiable, le capitaine confirmant chaque étape une fois qu'elle était terminée. Mais ils étaient constamment interrompus par le contrôleur, leur demandant de changer constamment leur cap. Le registre montre qu'ici, l'équipage ne suivait pas les instructions de cap très attentivement, ce qui était probablement la raison pour laquelle le contrôleur revenait constamment vers eux. Un appel pan-pan ou mayday-mayday aurait éliminé toutes ces distractions. En même temps, en arrière-plan, le système d'augmentation des caractéristiques de manœuvre continuait de s'activer et le capitaine continuait de l'arrêter et de réajuster encore et encore et encore. Enfin, le premier officier a consulté les chiffres de performance en vol pour voler avec une vitesse aérienne peu fiable. Il a aussi demandé à la chef de cabine de venir dans le cockpit, mais le capitaine lui a dit d'aller chercher l'ingénieur assis à l'arrière. L'ingénieur est alors entré dans le cockpit et le capitaine a dit « Regarde ce qui s'est passé », pointant probablement toutes les alertes qu'il avait sur ses écrans, ainsi que le shaker de manche continu. Mais l'ingénieur, qui n'était même pas qualifié sur le max, n'avait pas grand-chose à ajouter. Le contrôleur donnait de nouvelles directions à l'équipage, mais le capitaine, concentré sur le maintien de l'avion, ne suivait pas précisément ces directions et le premier officier ne signalait pas ces déviations. Le contrôleur a également remarqué que l'avion semblait à nouveau descendre légèrement. Il leur a donc à nouveau signalé cela et leur a ensuite demandé de passer à la fréquence d'arrivée. Lorsque le premier officier a fait cela et a informé le nouveau contrôleur de leurs problèmes de contrôle de vol, on leur a dit qu'ils pouvaient s'attendre à une approche sur la piste 25 gauche et qu'ils devaient tourner sur un cap de 0,70 degrés. Et maintenant, le capitaine a pris une décision qui aurait des conséquences très graves, car à 6h30 et 48 secondes, il a confié les commandes au premier officier, mais il l'a fait sans lui parler des problèmes qu'il avait rencontrés avec le trim.
Peut-être pensait-il que cela serait évident, ou peut-être pensait-il que son collègue l'avait remarqué lors des nombreux cycles de trim avec lesquels il avait déjà lutté avec l'avion. Mais je sais que ce premier officier avait derrière lui un historique de formation où plusieurs de ses instructeurs avaient souligné des faiblesses dans ses compétences. Quoi qu'il en soit, le premier officier a répondu qu'il avait les commandes. Lorsqu'il a pris le relais, il a immédiatement ajusté vers le haut pendant 3 secondes, ce qui était encourageant. Pendant le temps que le capitaine avait été en vol, il avait maintenu le trim entre 4,8 et 6 unités même avec l'activation du système d'augmentation des caractéristiques de manœuvre, mais seulement quelques secondes après que le premier officier ait pris le relais, le système d'augmentation des caractéristiques de manœuvre s'est activé à nouveau et a maintenant ramené le trim à 3,4 unités sans que le premier officier ne l'arrête comme le capitaine l'avait fait quand cela s'est produit. Le premier officier a déclaré « Oh, c'est très », tout en étant en train de tirer fort pour maintenir le niveau des ailes. Le capitaine avait repris la radio et demandait au contrôleur d'arrivée de se diriger directement vers Ezala en raison de conditions météorologiques qu'il avait observées, ce que le contrôleur a prouvé. Le premier officier a ajusté en arrière pendant environ 1 seconde, réinitialisant ainsi le système d'augmentation des caractéristiques de manœuvre pour une autre activation. Le capitaine était en communication constante avec le contrôle aérien pour expliquer leurs problèmes et leurs difficultés à maintenir une altitude stable. Il a utilisé le mauvais indicatif d'appel Lion Air Vol 650, mais cela n'a pas grande importance. À 6h30:15, le système d'augmentation des caractéristiques de manœuvre s'est réactivé pendant environ 3 secondes avant d'être interrompu par le copilote qui a ajusté vers le haut. Mais seulement pendant 1 seconde. Cela signifiait que le réglage du trim était maintenant à 2,9 unités. Et avec cela, le copilote avait tiré en arrière avec une force d'environ 65 livres ou 30 kilos afin d'éviter à l'avion de plonger. Il a commencé à ajuster à nouveau vers le haut, mais seulement pendant 3 autres secondes. Jamais assez pour éliminer complètement les forces qu'il ressentait, et chaque fois qu'il ajustait, le système d'augmentation des caractéristiques de manœuvre se réinitialisait simplement à nouveau. Le capitaine a expliqué aux contrôleurs qu'ils avaient besoin d'une altitude de bloc de 3000 pieds au-dessus et en dessous de leur niveau autorisé. Le contrôleur a demandé l'altitude et le capitaine a répondu. 5E, interrompu par un appel paniqué du premier officier, disant que l'avion descendait, mais le capitaine a simplement répondu « C'est bon ». Il n'avait clairement pas compris la gravité de ce qui se passait, car le système d'augmentation des caractéristiques de manœuvre s'était à nouveau activé, ramenant le trim à 1,3 unités. Cela signifiait que le premier officier tirait maintenant 82 livres, soit 37 kilos, et que le tangage était tombé à 2 degrés sous l'horizon, créant un taux de descente d'environ 2000 pieds par minute. Mais ce n'était toujours pas fini. Alors qu'il continuait à tirer, le premier officier a également commencé à ajuster vers le haut, mais encore une fois seulement pendant 2 secondes, ce qui signifiait que le trim n'a augmenté que légèrement avant que le système d'augmentation des caractéristiques de manœuvre ne s'active à nouveau, ramenant le trim à un terrifiant 0,3 degrés. Le premier officier tirait maintenant avec 93 livres, soit 42 kilos, tout en appelant « vol vers le haut », mais l'avion continuait à piquer vers l'avant dans une descente de plus de 10 000 pieds par minute, à une altitude de seulement 3200 pieds. Le premier officier a désespérément ajusté une dernière fois, mais à présent, vous savez ce que cela signifie. Alors que le système d'alerte de proximité du sol amélioré a commencé à lancer des appels, Terrain, taux de descente. Le système d'augmentation des caractéristiques de manœuvre s'est activé une dernière fois, avec le claquement de survitesse qui résonne maintenant en arrière-plan. Remonte. À 6h31:55, soit un peu moins de 12 minutes après le décollage, le vol Lion Air 610 s'est écrasé directement dans la mer de Java, tuant instantanément toutes les 189 personnes à bord et réduisant l'avion en morceaux. Au cours des minutes suivantes, les contrôleurs ont tenté de prendre contact avec l'avion, mais évidemment sans succès. Finalement, l'alarme d'accident a été activée, accompagnée d'un important effort de recherche et de sauvetage qui a rapidement trouvé des débris flottant à la surface de la mer, près de l'endroit où la dernière trace radar avait été perdue. Cet accident a immédiatement envoyé des ondes de choc à travers le monde. Comment un avion flambant neuf comme celui-ci peut-il simplement tomber du ciel apparemment sans raison?
L'enregistreur de données de vol et l'enregistreur de voix du cockpit ont finalement été trouvés, et avec cela, l'enquête a commencé, livrant rapidement les détails que j'ai expliqués dans cette vidéo. Boeing, dès le début, a dirigé la plupart des reproches vers les pilotes et la compagnie aérienne. Et comme vous venez de le voir, non sans raison. Un sentiment de malaise s'est vite propagé parmi les pilotes. Il a rapidement été rendu public que ce système d'augmentation des caractéristiques de manœuvre existait, quelque chose que presque aucun pilote ne savait. Et ce système semblait mystérieusement puissant pour quelque chose qui était censé simplement augmenter les caractéristiques de manœuvre. Et beaucoup de pilotes ont également commencé à se demander comment quelque chose comme ça a pu être autorisé à ne dépendre que d'un seul capteur. Un seul capteur d'angle d'attaque défectueux a déclenché un puissant système anti-décrochage appelé système d'augmentation des caractéristiques de manœuvre, qui a forcé le nez de l'avion à descendre. Le rapport final, qui prendrait quelques années à compléter, a révélé un étonnant 89 constatations différentes et 9 facteurs contributifs, y compris de graves problèmes avec la surveillance de la certification du développement du 737 MAX, des problèmes avec la maintenance chez Lion Air, ainsi que des lacunes dans les procédures de gestion des ressources de l'équipage et la manipulation par l'équipage opérationnel. De nombreuses recommandations de sécurité ont été émises pour pratiquement tous les intervenants, y compris Lion Air, Boeing et l'administration fédérale de l'aviation, ainsi que les contrôleurs de la circulation aérienne en Indonésie, qui ont été invités à prendre plus au sérieux les rapports de problèmes de contrôle de vol. Boeing a rapidement publié un bulletin du manuel d'opération de l'équipage de vol décrivant le problème et la manière dont il était censé être rectifié. Ils ont souligné que les procédures existantes utilisant le trim normal et la checklist non normale du stabilisateur en dérive étaient suffisantes pour gérer le problème, et avec cela, je pense que la plupart des pilotes et des initiés de l'industrie étaient initialement assez satisfaits. Cela a été vu comme un problème technique mal géré, causé par l'installation de pièces défectueuses, et les méthodes suggérées pour y faire face semblaient simples. Mais c'était avant qu'un autre accident ne se produise seulement quelques mois plus tard. Un accident qui changerait complètement la façon dont les gens percevaient cet accident, ainsi que le Boeing 737M AX pour toujours. Je vous raconterai cette histoire dans ma prochaine vidéo, et si vous êtes membre de mon équipe Patreon, vous pourrez la regarder avant tout le monde. Espérons dès aujourd'hui, si mon excellente équipe a pu la terminer. Maintenant, regardez cette vidéo si vous voulez encore plus de contexte sur la création du MAX et merci beaucoup d'avoir regardé. Passez une journée fantastique où que vous soyez. À la prochaine. Au revoir.